écoutez le podcast du Centre de ressources pour les familles militaires de Valcartier. Le CRFMV en jase. Avec Marie-Josée Lonval. Bonjour tout le monde et bienvenue dans notre podcast le CRFMV en jase. C'est Marie-Jo, c'est toujours un plaisir de jaser avec vous autres. J'avais hâte de vous retrouver et je dois dire un beau bonjour à tout le monde et à tout le monde sur la planète. Voyez-vous, notre podcast est écouté un petit peu partout dans le monde. On a des auditeurs en Angleterre, on en a en Allemagne, on en a un petit peu partout au Canada, aux États-Unis aussi. On se pète les bretelles un peu, mais je pense qu'on a raison de le faire. Merci à tout le monde d'être là, d'où que vous soyez sur la planète. Le CRFMV en jase, bien, on peut l'écouter sur Google Podcast, sur Spotify. Donc, vous nous écoutez sur la plateforme que vous désirez. Et bien évidemment, parlez-en à vos amis, parlez-en à vos connaissances de tout ce qui est extraordinaire à découvrir au Centre de ressources pour les familles militaires Valcartier. C'est principalement les sujets que j'aborde au fil des podcasts avec les différents intervenants, les petites merveilles qu'on retrouve au CRFM Valcartier. Aujourd'hui, on va visiter en quelque sorte le secteur emploi et j'ai deux invités. Je vous explique le contexte. J'ai en premier lieu une merveilleuse conseillère d'orientation du CRFM Valcartier, Nathalie Kerouac. Bonjour Nathalie. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation du CRFMV en jase. Ça me fait plaisir. Tu as quelqu'un avec toi, dans le fond, c'est l'invité de mon invité. On a le plaisir de recevoir un homme extraordinaire qui bénéficie des services du Centre de ressources pour les familles militaires Valcartier. Il s'appelle Christian Baudouin. Puis Nathalie, je te laisserai me le présenter. De quelle façon tu connais Christian? Puis après ça, on va entrer dans le vif du sujet. En fait, Christian il est venu au Centre de la famille pour recevoir nos services. Au niveau de l'orientation, il voulait mieux se connaître. Il voulait aussi avoir un projet pour faire un petit peu plus de sens à sa vie. Il sortait d'un emploi à l'époque, puis disons qu'il voulait renouveler un peu sa vie, son horaire avec un emploi ou un projet. Hein? C'était pas encore déterminé. On a discuté, on s'est rencontrés à quelques reprises, puis il y a eu un résultat que monsieur va vous parler, monsieur Baudouin. Oui, c'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui. Oui, effectivement. Christian, bienvenue. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. C'est très le fun de vous accueillir aujourd'hui. Moi, j'ai pas la chance de jaser souvent avec des vétérans, des gens qui ont du vécu comme vous. Premièrement, merci et bravo pour tout ce que vous avez fait, pour votre service, pour votre implication, pour votre dévouement. Merci beaucoup. C'est vraiment plaisant de pouvoir vous rencontrer aujourd'hui. Je vais m'intéresser à votre vie. Puis dites-le si je vais trop loin, Christian. Hein? Gênez-vous pas. Dites ça, c'est ma vie privée. J'en parle pas. Je veux que vous soyez à l'aise. Parfait. Excellent. Aucun problème. Christian, quand vous étiez dans les Forces armées canadiennes, c'était quoi votre métier? Qu'est-ce que vous faisiez au jour le jour? À la fin de ma carrière, j'étais opérateur en radio. Mais lorsque j'ai débuté ma carrière militaire, j'ai commencé comme opérateur en télétypiste. Dans les années 2002, le métier a fermé. Ça faisait quoi, ça? C'était le transfert de messages dans les Forces armées canadiennes. Moi, je suis en train d'imaginer des télégrammes. Non, c'est pas ça. Ou quelque chose? Non, c'était tout ce qu'il y avait par rapport au message des Forces armées canadiennes est envoyé par rapport à un système de la défense qui s'appelait le ADDN. Puis ensuite de ça, tout ce qui était classifié, ainsi de suite, c'était nous qui s'occupions de ça dans les forces. Ça a rapport avec les codes secrets? Pas général. Non, pas vraiment. Moi, je veux vous mettre dans la catégorie espion, mais il veut pas. Non. Mais on avait du trafic confidentiel, haute classification, oui. Top secret plus, là. OK. Ouais. Vous avez été dans l'armée combien d'années? 26 ans et 3 mois, exactement. Et quand vous êtes entré dans l'armée, au début de votre carrière, là, on recule loin en arrière, mais est-ce que vous vous rappelez de la motivation? Tu sais, qu'est-ce qui vous a dit, bon, moi, je rentre dans les Forces armées, ma carrière est là, ma vie commence là, maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? J'avais 19 ans à ce moment-là. Je voulais avoir une carrière, une stabilité dans ma vie. Je voulais avoir un défi, je pourrais dire. Puis les Forces armées canadiennes, c'était un peu ça que je recherchais. J'ai donné mon nom en 1987. Puis en 1988, ils m'ont appelé pour joindre les forces en novembre, le 13 novembre 88. Vous vous rappelez de la date avec précision? Ça a été un moment important dans votre vie? Hein? Oui. Ça a été le début de ma carrière, puis j'ai continué pendant 26 ans d'années. Fait que... Dans votre famille, y en avait-tu des militaires ou si vous étiez le premier? J'ai un cousin, François Garneau, qui était dans le 2e régiment,
qui est encore dans l'armée aujourd'hui. OK. Mais dans ma famille, j'ai un cousin proche. Puis j'ai un de mes grands-pères aussi qui a été dans l'armée lorsqu'il était jeune. Mais il voulait pas aller à la guerre, donc il s'est caché dans le bois pour éviter d'aller à la guerre. Oui. Ma grand-mère allait y porter des repas pour le nourrir pendant qu'il se cachait. Oui, c'est vraiment l'histoire qui est arrivée là, durant la Deuxième Guerre mondiale. Mon grand-père avait 11 enfants, il voulait pas participer à la guerre, donc il s'est caché. Aïe, aïe. Ma grand-mère me disait qu'elle allait y porter à manger dans le bois. Mais vous évoquez un peu votre famille, puis ça me fait penser au moment où vous avez annoncé que vous alliez entrer dans les forces, étant donné que vous aviez un cousin qui était dans les forces, mais le reste de la famille, visiblement pas. Non. Ça a été quoi la réaction des gens autour? Y avait-tu des questions? C'était-tu la surprise? Est-ce qu'on était content, inquiet? C'était plus une surprise parce que le monde ne s'attendait pas à moi personnellement de rentrer dans les forces. Ah, ils vous voyaient ailleurs? Non, oui, c'est ça, par rapport à ma jeunesse un peu. Okay. Donc, quand j'ai appris ça à ma mère a comme resté surpris un peu. Je pense qu'elle croyait pas vraiment que j'avais donné mon nom pour entrer dans l'armée. Puis quand je lui ai annoncé que je rentrais le 13 novembre, elle a comme réalisé, oups, c'est vrai, là, ça va arriver. Oui. Fait que à ce moment-là, ils ont tous été fiers de moi. Il y en a qui me disaient que j'allais faire une couple d'années puis j'allais me retirer des forces, mais non, j'ai été persévérant, j'ai fait 26 ans et plus. Oui, hein? Ça, c'est prouver le contraire, là. Hein? Oui, c'est ça, oui. Ça fait combien de temps que vous êtes sorti des Forces armées? J'ai sorti en 2015, février 2015. Parce que là, je ne sais pas compter, il faut me dire le nombre d'années, là. Si mon calcul est exact, ça fait 7 ans. 7 ans, c'est ça. Christian, pendant que vous étiez dans les Forces armées, est-ce que vous voulez me parler un peu des missions que vous avez faites au fil des années? J'ai fait 3 missions. Okay. En 93, j'étais allé en Égypte, dans la péninsule du Sinaï. En Égypte, là, il faut m'aider un petit peu. Qu'est-ce qui se passait à ce moment? C'était quoi l'enjeu à ce moment-là? L'enjeu, c'était des Nations unies. Okay. Par rapport à l'Égypte et l'Israël. Il y avait une zone de contrôle qui était entre les deux pays et on surveillait la zone de contrôle avec le contingent canadien en 93. Étiez-vous un casque bleu à ce moment-là? Non, orange. Orange, ça fait quoi? C'est la multination, les forces multinations des Forces armées canadiennes. Il y avait 11 pays d'inclus dans cette mission-là. Êtes-vous armé dans ce temps-là? Oui, moi, j'étais dans l'armée, oui. Mais vous aviez un fusil? Non, on n'avait pas de fusil. Ah, c'est ça, c'est pour ça l'affaire des casques bleus. Oui, je faisais référence à ça. Oui. Parce que je sais que ça met les militaires, des fois, dans des situations impossibles. Oui. Vous êtes passé par là. Oui, c'est ça. En Égypte. En Égypte, oui. C'est une mission qui a duré combien de temps? 6 mois. Oh, quand même. Total, oui. Êtes-vous revenu? Ou je suis allé en Europe avec ma femme, visiter l'Europe pendant 3 semaines. OK. Pendant nos congés dans le milieu de la mission, on a toujours des congés, 21 jours. Okay. C'est ça, oui. Okay. Puis je suis allé en Europe avec ma femme, visiter l'Europe. OK. Vous avez entré un peu de bon là, dans tout ça. C'est ça. Des beaux souvenirs à travers ça. Oui, ma première mission, oui. Ça a bien fait? Oui, oui, ça a fait du bien visiter l'Europe un peu. Puis ma femme était contente de venir me rejoindre là. Mais oui. On a visité 4 pays pendant qu'on était là. Lesquels? La France, l'Allemagne, la Suisse et le Luxembourg. Ah oui? Oui, on était là 21 jours au total. OK. Oui. Vous les aviez mérités en tabarouette, là, juste vous dire ça, là? Oui, ça a été des belles vacances. Oui. Votre deuxième mission? Israël en 99. Oh, OK, on retournait dans le même... Avec le contingent canadien encore. Il y avait des Japonais avec nous. J'ai fait 6 mois. J'ai travaillé avec les Polonais durant ce tour-là, cette mission-là. Quand vous dites que vous travaillez avec les Polonais, c'est... J'étais opérateur radio avec le contingent polonais. Puis sur la base qu'on était en Israël, on avait 3 nations. Les Japonais, les Polonais et les Canadiens. Oui, mais ça, j'ai déjà entendu parler de ça. L'émission où est-ce qu'il y a différents pays qui se retrouvent dans le fond sur la même base. Puis je suis tout le temps curieuse. OK, il y a peut-être la barrière des langues, mais développez-vous des amitiés ou des liens entre les nations? Tu sais, je veux dire, la barrière de la langue, ça doit être quand même un bon obstacle, mais est-ce que vous réussissez à créer des liens entre nous autres? Les Japonais étaient avec nous directement. Okay. On mangeait à la même salle à manger. Okay. Donc, moi, j'ai créé beaucoup de liens avec les Japonais. J'ai travaillé avec les Polonais pendant toute ma période de ma mission là-bas. Donc, je travaillais avec eux autres. J'ai créé beaucoup de liens avec les Polonais aussi. C'est eux autres qui faisaient le contrôle de mission de combat un peu pour vérifier la zone de contrôle aussi.
Puis les Polonais, des bons gens. C'est des bonnes personnes. J'ai créé beaucoup de liens avec eux autres. Il y a quelque chose que je trouve extraordinaire avec l'armée, c'est ça. Ces liens-là, les amitiés, ça peut être avec des Canadiens aussi, mais c'est les amitiés que vous créez, parce que c'est pas une situation qui est normale. C'est pas comme aller au bureau puis revenir le soir. Là, vous êtes dans une situation exceptionnelle, on va s'entendre. C'est ça, oui. Puis c'est sûr que les liens doivent être tellement forts. Est-ce que c'est des gens avec lesquels, au fil des années, vous avez communiqué, vous avez gardé une forme de contact? J'ai gardé des contacts avec un Polonais, surtout. Les Japonais, plus ou moins, mais ça fait longtemps de ça, donc j'ai perdu contact un peu. Puis, la vie suit son chemin aussi. La vie suit son chemin, mais ça a été de belles amitiés. Là, oui, ça a été des belles amitiés. On a gardé contact. On s'appelait souvent pendant plusieurs années après notre mission en 99 en Israël. Oui, c'est ça. Puis votre troisième mission, Christian, c'était quoi? En Afghanistan, en 2009, avec le 2e bataillon, le groupement tactique 109. On était pas loin de 1000 militaires à ce moment-là. On était déployés le 20 mars 2009, le jour après ma fête, je crois. On était déployés là-bas. On est arrivé là-bas, puis j'ai fait 6 mois et demi environ sur le terrain. Vos missions sont longues? Normalement, une mission, celle-là, comme l'Afghanistan, c'est 6 mois. Ils ne nous envoient pas plus que longtemps parce que c'est trop difficile à passer à travers. OK. Lorsque la mission a changé à Kaboul, ça a été des missions d'1 an. Mais la mission en Afghanistan, à Kandahar, c'était seulement 6 mois, oui. Je voulais savoir à propos de votre libération. Donc, il y a 7 ans, vous avez quitté les forces. Vous avez été libéré pour raison médicale. Oui. Est-ce que vous voulez nous en parler davantage? Ce qui s'est passé à ce moment-là? Premièrement, c'était ma condition physique. J'avais des blessures au niveau des genoux, des blessures au niveau du dos, des blessures aux épaules. Est-ce que ça a un lien avec les missions dont vous m'avez parlé? Les genoux, pas nécessairement. J'ai eu un accident automobile avec une moto. Donc, le genou, non, mais ça a causé beaucoup de problèmes par la suite par rapport à ma carrière. Le dos, ça a été par rapport à l'armée. Mes épaules aussi. Puis j'ai commencé à développer d'autres problèmes avec mes hanches, et ainsi de suite, avec les pieds. Donc, à l'âge de 47 ans, lorsqu'on s'aperçoit que notre corps ne suit plus le moral, on pense à prendre une retraite. Puis j'ai parlé à mon médecin. Puis avec les blessures que j'avais, ils ont décidé de faire la demande de sortir pour libération médicale. OK. Là, je vais vous poser une question dont je ne connais pas la vraie réponse. Et pourtant, j'ai entendu parler souvent de ça, libéré pour raison médicale. Qu'est-ce qui arrive si un médecin comme le vôtre dit, ben là, écoutez, mon patient, moi, il n'est plus trop en forme, tout ça, et que le patient lui dit, non, non, moi, je me sens correct. Qu'est-ce qui arrive si le militaire n'est pas d'accord avec la décision du médecin, ou en tout cas l'avis du médecin? Est-ce qu'un militaire doit dire, non, non, moi, je reste là, peu importe ce que dit lui ou lui? Est-ce que vous avez quelque chose à dire? Le dernier mot vient du médecin. Okay. Ça, c'est certain. Moi, personnellement, j'étais préparé à sortir des forces. Okay. Comme j'ai dit, mon corps ne suivait plus, puis je voulais sortir de l'armée à cause de ça. Mon grade, à raison de mon grade dans l'armée, je devais performer d'une certaine manière. Quel était votre grade? Adjudant. OK. Oui, je devais... Qu'est-ce que ça exige physiquement? Qu'est-ce qu'un adjudant doit faire? Chez adjudant de troupe, on a un certain nombre de personnes en dessous de nous. Oui. Puis quand c'est le temps de faire des exercices physiques ou des exercices basés sur la vie militaire, on doit montrer l'exemple. On doit être loyal. On doit faire sûr qu'on est capable de suivre ce qui se passe un petit peu au jour le jour. D'être un bon leader. Être un bon leader. Donc, je voyais que ma condition physique me permettait plus d'être un leader comme je devais être. Donc, j'ai décidé de prendre ma retraite à ce moment-là. On va aller explorer le passé récent, ce qui s'est passé les années qui ont suivi, la libération des Forces armées canadiennes. Christian Beaudoin, Nathalie Kirouac. On va s'arrêter quelques instants et on revient ensuite à notre podcast, le CRFMV en jase. Merci. Merci. Des invités passionnants, pertinents. Le CRFMV en jase, c'est pour la communauté militaire, leur famille, leurs proches. Bref, ça jase de nous. De retour dans quelques instants. Quoi? T'es conjointe de militaire et t'as un emploi à temps plein? T'es ben hot! Mais ça doit être dur de faire les deux des fois.
Nos conseillers d'orientation peuvent t'aider à réfléchir à ta situation professionnelle, faire comprendre aux autres ta réalité, même faciliter ta vie au travail. Appelle-nous, c'est gratuit. 418-844-6060. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles. Le CRFMV en jase, ça jase de nous. Vous écoutez le podcast Le CRFMV en jase. C'est Marie-Jo avec vous. Toujours très contente de vous parler. Très heureuse de vous faire découvrir les différents services qu'on offre au CRFM Valcartier, le Centre de ressources pour les familles militaires Valcartier. Ça, c'est notre grand nom. Sinon, c'est CRFMV. Et donc, Nathalie Kirouac, conseillère d'orientation, est avec moi. Puis, elle m'a fait connaître un homme fabuleux avec un parcours étonnant que là, je découvre avec vous et je suis très contente de recevoir Christian Baudouin aujourd'hui. Christian qui est vétéran des Forces armées canadiennes. Puis on n'a pas fini là, de découvrir puis d'apprendre des choses sur son parcours qui est très inspirant. Christian, on a parlé du fait que vous avez été libéré des Forces armées canadiennes pour raisons médicales. Mm-hmm. Le corps ne suivait plus, là, à un moment donné. Là, c'était tough de faire la job. C'est ça. Puis, veut pas. Moi, j'essayais de savoir si le médecin avait poussé un peu plus fort que vous. Non, vous étiez d'accord, puis non, c'était le temps. Mm-hmm. Quelqu'un qui est libéré pour raison médicale des Forces armées canadiennes, des fois, il y a des bobos qui se voient. Mm-hmm. Des fois, il y a des bobos qui se voient pas. C'est ça, ouais. Il y a 7 ans, quand vous êtes sorti des Forces, vous avez commencé à creuser un peu, à travailler sur vous-même, comme l'expression que vous avez employée au départ. Est-ce que vous voulez nous raconter un peu votre cheminement, ce qui s'est passé dans ces années-là? Vers la fin de ma carrière, j'ai consulté le Centre de la famille pour avoir de l'influence sur ma deuxième carrière. Ça comprenait le curriculum vitae, les entrevues, toutes les choses pour se préparer à notre deuxième carrière. Donc, j'ai tout complété ça avec eux autres. Je me rappelle plus exactement des noms qui m'ont aidé, mais ça a été des gens exceptionnels. Ils m'ont beaucoup aidé par rapport à me préparer pour ma deuxième carrière. Donc, j'ai commencé à envoyer des demandes d'emploi dans la vie civile après ma carrière. 3 mois après, j'ai reçu une demande d'une compagnie qui s'appelle Horizon Mobile, sur le boulevard Pierre-Bertrand. J'ai été employé comme coordonnateur technique en téléphonie pendant 2 ans. Vous étiez un peu dans votre domaine des communications. C'est ça, oui. J'ai resté dans le même domaine des communications. Puis je pense que j'assumais un bon poste. J'aimais mon travail. Ça a bien été pendant les 2 ans que j'ai été là, en général. Puis quand est-ce que les bobos émotionnels ont commencé à se faire sentir? Ça a commencé avec Horizon Mobile, principalement. J'ai remarqué une grosse différence entre la vie civile et la vie militaire, premièrement. Quelle est-elle? La discipline. Oui. La loyauté envers le travail. Est-ce qu'il y avait des gens qui étaient moins disciplinés à ce moment-là? Ou... Beaucoup. Ah oui? Beaucoup, oui. Donc, moi, étant donné que j'étais un ancien militaire, je prenais ma job, mon travail au sérieux. Oui. J'arrivais à l'heure. Je travaillais des heures supplémentaires, tout comme un militaire ferait dans la vie militaire. Mais ça, ce que vous me décrivez là, arriver à l'heure, tout ça, moi, je vois ça comme de la loyauté, tu sais, quelqu'un qui est droit. Mais quand vous disiez la discipline, c'est parce qu'il y a des gens qui s'en sacraient puis qui prenaient des breaks de 3/4 d'heure au lieu de, mettons, 15 minutes. Comment ça se décrivait, ce que vous voyez, là, qui vous déplaisait avec les collègues? Discipline, dans le sens que les gens avaient le cellulaire toute la journée, ne travaillaient pas vraiment. OK. Les gens arrivaient en retard. Les gens prenaient des pauses assez longues. Ouais. Le monde arrivait le matin, puis au lieu de commencer à travailler à l'heure qu'ils sont supposés de travailler, mais ça commençait à 8h20, ils prenaient un café, se trouvaient des choses à faire. Puis moi, si je commençais à travailler à 8h le matin, j'étais au bureau à 7h30 à chaque matin. J'ouvrais mon ordinateur, je me préparais. À 8 heures, j'étais prêt à travailler, mais c'est pas le cas pour tout le monde dans le civil. Puis c'est ça que je me suis aperçu durant les 2 ans que j'ai travaillé avec eux. Ça, c'est ce que vous avez appris dans l'armée. Mm-hmm. Hein? Justement, tu commences à 8 heures, mais c'est parce qu'à 8 heures, tu es prêt, tu es opérationnel. C'est ça, oui. OK. Mais est-ce que vous étiez comme ça avant? Parce que vous m'avez dit que votre mère était surprise que vous rentriez dans l'armée. Étiez-vous un petit tannant avant ou étiez-vous... Hein? Non, j'ai fait ma vie de jeunesse. J'ai travaillé pour le Café de Paris pendant 4 ans, sur la rue Saint-Louis. Ben voyons donc. Oui, j'ai travaillé là. On s'est peut-être croisés là. Peut-être, oui. J'ai travaillé là 4 ans. J'étais un serveur, puis
J'ai jamais eu de problème en tant qu'employé là-bas. Là. J'ai toujours été à mon poste, à l'heure. J'ai toujours fait ce que je devais faire. Donc, c'est vraiment dans votre ADN. C'est vraiment en vous, ça. Oui, c'est ça, oui. Oui. L'armée vous a peut-être confirmé ça, ou c'est peut-être une valeur qui est chérie par l'armée. Oui. Mais foncièrement, Christian Baudouin, il est comme ça aussi. Oui, c'est ça, oui. Mais, je veux dire, on apprend aussi à être discipliné dans l'armée beaucoup. Là. En 88... Les méthodes de fonctionnement et les méthodes d'apprentissage étaient un peu différentes qu'aujourd'hui. Les lois du humain n'existaient pas trop en 88. Il y avait la loi encore de tirer nos bottes par la fenêtre, des choses comme ça. Donc, on est venu discipliner assez vite en 88. Là. Les choses ont changé beaucoup aujourd'hui, mais non, il y a eu une grosse impact entre le transfert de la vie militaire et la vie civile. Ça a été difficile pour moi. Est-ce que vous aviez l'impression que vous étiez un peu étranger? C'est comme si vous arriviez dans une nouvelle culture que vous ne connaissez pas. Comme une nouvelle planète. Ben oui, carrément. Non, je pensais que j'allais avoir aucune difficulté par rapport au travail. Je voyais rien. Je me sentais à l'aise. J'étais content du travail que je faisais. Vous vous sentiez prêt? Oui, je me sentais prêt. J'ai pas remarqué tout de suite les premiers mois que j'allais avoir de la difficulté par la suite. Okay. C'est quand les choses ont commencé à être redondantes par rapport à la discipline. Il y a des irritants qui se sont manifestés. C'est ça, oui. Puis je me plais à dire, parce que quand je rencontrais Christian, je dis souvent ça. Ça venait-tu générer quelque chose, tu sais, comme... on a comme un petit piton, là. Ça venait-tu comme chatouiller le petit piton, là, dans le sens... Ça appuyait-tu sur le piton, là? Puis là, c'est oui, ça appuie sur mon piton, puis c'est pas un piton vert, c'est un piton rouge. Fait que, oui. Donc, c'est ça. Comme Mme Kirouac dit, j'ai commencé à me créer du stress. J'ai commencé à développer peut-être un genre de dépression. J'ai commencé à développer des choses à la maison avec ma femme et mes enfants. Ma femme réalisait qu'il se passait quelque chose au travail. Eux autres, ils voyaient que vous aviez changé. Oui, ma femme a remarqué ça beaucoup. Je vous ai pas demandé, vous avez combien d'enfants? J'ai 3 enfants. 3 garçons. Sont-ils grands? Oui, 29, 27 et 25. Sont-ils dans l'armée? Non, aucun d'eux. Est-ce que c'est papa qui a dit ou bien vous n'avez pas influencé? Je n'ai pas influencé. Okay. Je les ai laissés faire ce qu'ils voulaient faire comme carrière. C'est un bon move de papa, ça. C'est ça, oui. S'il aurait décidé de joindre l'armée, je les aurais appuyés à 100%, par exemple. Mais ça, c'est encore un très bon move de papa. C'est parfait, ça. Vous cochez toutes les cases, c'est parfait. Puis, à un moment donné, vous avez... tout ça, là, ça devenait peut-être pesant, ce qui se passait là, dans le milieu de travail. Puis moi, je salue tout ce qui suit, là, je le salue. Vous avez décidé de prendre les choses en main puis de dire, regardez, là, ça se passera pas comme ça, je vais faire de quoi? Je vais m'aider puis je vais arranger la situation, ou en tout cas faire pour le mieux. Qu'est-ce que vous avez fait? Bien, premièrement, j'ai rencontré du personnel de la santé. J'ai commencé à voir des psychologues. J'ai rencontré un psychiatre aussi, la clinique TSO. Excellente clinique spécialisée. Spécialisée pour les stress opérationnels. Donc, il y a beaucoup de militaires qui font partie de cette clinique-là, des policiers, des ambulanciers, je crois. Donc, des gens qui subissent un stress, mais aussi une forme de traumatisme par rapport au métier qu'ils ont fait. C'est ça, oui, exactement. Donc, c'est pour ça qu'on parle de gens qui sont des métiers de première ligne, là, comme les ambulanciers, les pompiers, les militaires. Oui, il y a beaucoup de militaires, par contre. Il y a beaucoup de militaires, par contre, parce que c'est situé ici à Québec, sous le boulevard Lormière. Donc, j'ai commencé à rencontrer des gens dans cette spécialité-là. Puis, ils m'ont fait remarquer que oui, effectivement, j'avais quelques problèmes psychologiques aussi par rapport à ma carrière militaire, ce qui se passait avec mon transfert de l'armée à la vie civile, toutes les choses qui ont suivi un peu après l'armée. J'ai découvert que je commençais à avoir peut-être des problèmes psychologiques un peu, oui. Est-ce que ça a été une grosse montagne, une moyenne montagne? Sûrement pas une petite colline. Ça a été une grosse montagne. Okay. J'ai eu beaucoup de problèmes de tristesse, des problèmes de colère, des problèmes d'anxiété, attaques de panique,
qui ont commencé par la suite, puis ça s'est développé au fur et à mesure. Donc, après 2 ans de travail avec la compagnie que j'ai parlé plus tôt, j'ai pris la décision d'arrêter de travailler avec eux autres à la suite de mon rendez-vous avec mon psychiatre à la clinique TSO. On sent que la vie militaire, là, la carrière dans l'armée, il y est pour beaucoup des mots qui se sont développés au fil des années. Mais est-ce que malgré tout, vous vous ennuyez de votre vie militaire à ce moment-là? Est-ce que ça vous manquait? Ça me manque encore aujourd'hui. Okay. Oui. Mon but était de faire une carrière, donc 35 ans d'années de service, c'était mon but. Si j'aurais pas eu une condition médicale, physique, j'aurais fait mon 35 ans de service sûrement. J'aurais été promu probablement au grade d'adjudant-maître aussi, ce qui aurait aidé à ma carrière. Mais non, j'ai décidé de prendre ma retraite en tant qu'adjudant. Là. Vous avez fait un bon 26 ans, pareil. Oui. J'ai une belle carrière. Ben, j'ai fait... Ben oui. J'ai fait la Colombie-Britannique 7 ans. J'ai fait Ottawa pendant 10 ans. Mais ça, je ne les ai pas demandé, vous avez été posté. Là. Non. Ça aussi, je veux le savoir. En Colombie-Britannique, pendant 7 ans? Oui. Ensuite de ça... Là... Je peux-tu vous dire que vous êtes chanceux? Pareil, je m'excuse, là, mais quel beau climat pour vivre. Il y a quelque part au Canada, c'est là que j'irais, moi. Oui, j'étais sur l'île de Vancouver à Comox. C'est là que j'ai rencontré ma femme. On a eu nos 2 premiers enfants là-bas. Puis là, vous habitez au Québec. Oui, c'est ça. Je suis originaire de Québec. Oui, mais elle vient pas d'ici. Là. Elle n'a pas tiré sa couverte pour dire non, Sherry, on s'en va là-bas. Non, elle n'a pas dit ça. Ça a été difficile pour elle de déménager, mais on s'est mariés là-bas. On a eu des enfants. Puis ma femme a décidé de me suivre partout où j'allais par rapport à ma carrière. C'était moi qui étais le gang-pain dans ce temps-là, dans les années 88. Donc, ma femme a décidé de bouger avec moi. Ça n'a pas été facile. Ottawa, ça n'a pas été trop dur pour elle, juste côté emploi. Elle a eu de la misère un petit peu à se trouver un emploi. Mais quand j'ai été posté ici à Québec, c'était la partie la plus dure pour elle. Étant donné qu'elle était anglaise, elle ne parlait pas français du tout. C'est compliqué des fois ici. Hein? Oui, c'était dur pour elle. Ça a été dur pour mes enfants aussi. D'aller d'une école anglaise à française. À Ottawa, il allait à l'école en anglais. Ici, à l'école en français. Ça a été difficile. Vous n'avez pas la possibilité d'aller à l'école en anglais? Oui, ils en ont fait, l'école en anglais. Parce que les enfants de militaires ont cette possibilité-là, même de chanceux, là? Oui, c'est ça. Non, mais ils ont transféré du français à l'anglais. Quand on était d'une ville anglaise, il y a l'école en français. Quand on était d'une ville québécoise, excusez-moi, il allait à l'école anglaise. J'aurais fait le même choix. Ça, tu donnes des cordes à ton arc. Tu donnes des cordes aux arcs de tes enfants. Oui. Définitivement. Tu sais, ils sortent de là grandis, eux autres, puis ils partent avec un pack-sac de connaissances. C'est ça. Se débrouiller partout dans le monde. Tu parles d'un beau cadeau. Puis là, aujourd'hui, ils sont tous les 3 bilingues, puis il y en a 2 sur 3 qui travaillent en anglais. Ah oui? Oui, avec la compagnie Vermac, ils doivent communiquer avec des Américains beaucoup. Faire du troubleshooting avec l'équipement qui travaille. C'est honorable. Salutations à eux, puis bravo. Vraiment, full admiration. Tantôt, je faisais une image avec une montagne. Tu sais, là, je disais, c'est pas une colline, c'est une petite montagne, une grosse montagne. On a déterminé, on a statué que c'était une grosse montagne. Vous en êtes où en ce moment, Christian, dans la montagne? Est-ce qu'on est encore en train de grimper ou on est sur le bord de faire une petite descente, le fun? Je dirais que je suis encore en train de monter la grosse montagne. Présentement, je suis en arrêt de travail. Ancien combattant m'a déterminé que je ne retournerai plus au travail à cause de ma condition. Présentement, je suis en réhabilitation avec le CRDQ, Centre de réadaptation adulte du Québec, ici. Puis... c'est quoi? Réhabilitation, c'est pour les problèmes physiques? Ou... Non, c'est les problèmes de consommation. OK. Oui. Est-ce qu'on ouvre la boîte? Oui, il n'y a pas de problème. Aucun problème, oui. À quelle substance êtes-vous... c'est l'alcool. Êtes-vous dépendant? C'est l'alcool. L'alcool. Est-ce que ça a un lien avec les années de service que vous avez? Oui. Je suis médicamenté pour des attaques de panique et de l'anxiété.
Ça a-t-il rapport avec une des missions en particulier, ça? L'Afghanistan, surtout, oui. J'avais peur que vous me disiez ça, oui. Oui, ça a été extrêmement dur en Afghanistan, oui. On a perdu des gens chers, on a perdu beaucoup de monde. L'Afghanistan, ça a été une des missions les plus dures des dernières années pour les forces armées canadiennes, surtout. On a perdu beaucoup de monde. Oui. Puis beaucoup de Valcartier, hein? Il y avait une bonne délégation de Valcartier qui était là. Oui, ça a été assez dur, oui. Il y a eu beaucoup de... On a perdu beaucoup de gens qui ont été malheureusement décédés pour leur pays, là. Fait que ça a été dur. Mais je ne veux pas entrer dans le sensationnalisme, mais c'est la question que je me pose parce que vous me parlez de vos amis puis de vos confrères. Est-ce que vous avez eu peur pour votre vie pendant cette mission-là? Oui. Tout le monde a peur de leur vie là-bas, là. Constamment ou vous avez du répit? Ou... constamment, peut-être pas, mais ça arrive souvent qu'il y a des attaques sur la base militaire à Kandahar. Ouais. Quand on sort de la base, on est toujours en danger. Okay. On est en danger partout là-bas. Là. Aussitôt qu'on met les pieds là-bas, on est en danger. Mon métier me permettait pas de sortir de la base militaire tout le temps. Ouais. Mais j'ai fait des medevacs, des évacuations médicales. J'ai bougé un petit peu, mais pas beaucoup comparativement au métier de combat, par contre. Puis on s'entend que c'est pas du 8,5 à 4,5. Non, c'est des longues heures, oui. Très longues heures. C'est du 24 sur 24, finalement. On est là 24 heures sur 24, mais on travaillait en moyenne de 6 heures le matin à minuit, là, environ, là, pendant 6 mois de temps. Ça, là, les horaires atypiques. Tu sais, quand on parle de la vie après l'uniforme, là, réintégrer le marché du travail dans la vie civile, ça, là, les horaires, je pense que ça doit faire partie de ce qui est difficile. C'est-tu difficile de se dire, Caroline, je me vois pas travailler de 9 à 5, j'ai jamais fait ça de ma vie. Comment voulez-vous que je fasse ça? C'est-tu quelque chose qui vous est passé par la tête? Non, pas vraiment. Ça a été facile pour moi là, d'avoir un horaire fixe. Oui, un horaire lundi ou vendredi. Traditionnel, c'est ça. Fin de semaine relax, les pieds sur le pouf. C'est ça, oui. Tandis que dans l'armée, bien, on ne sait jamais si on est déployé, on ne sait jamais si on va en exercice. Ou si on vous peut être appelé, c'est ça. Hein? On peut être appelé. Tout ce qui est permanent, tout ce qui est permanent est impermanent. Là. Je veux dire, tout est changement dans l'armée. Il n'y a pas de permanence. Il n'y a pas de... C'est toujours en changement. Il n'y a rien de couler dans le ciment longtemps. Une journée, on peut partir à Wainwright, puis le lendemain, on s'en va à Gagetown. C'est un peu ça. Là, c'est une bonne boucle qu'on a faite, mais on était parti du fait que vous étiez en train de vous défaire d'une dépendance à l'alcool. Puis là, on est parti sur la mission en Afghanistan. Puis c'est normal, puis je le comprends, que à tout point de vue, c'est émotionnellement, physiquement, il y a de quoi... Il y a de quoi en perdre ses moyens. Donc, suite à ça, vous avez peut-être trouvé un confort dans l'alcool. Encore là, je serais curieuse de savoir, le Waterloo est arrivé quand? Quand vous avez dit, OK, là, ça fait, là. Ça j'aimerais sortir ça de ma vie, cette dépendance-là. C'est une décision qu'on prend? C'est-tu les proches qui disent, le Christian, ça va faire? Comment ça marche? C'est moi qui ai réalisé que c'était le temps d'arrêter de consommer de l'alcool. Je suis en train de me créer des blessures personnelles par rapport à ça. Les médecins te recommandent d'arrêter de consommer par rapport à ce qui se passe dans ta vie. On appelle ça des blackouts un peu dans l'alcool. Je faisais beaucoup de blackouts. Ensuite de ça, le mélange des médicaments avec l'alcool, c'est pas recommandé par personne. Mais non. Donc, tout ça mis ensemble a fait en sorte que j'ai pris la décision de me mettre en main puis d'arrêter de consommer de l'alcool. Pack-sac va être moins lourd pour monter la montagne aussi. Oui, c'est ça. J'enlève beaucoup de roches dans ce temps-ci hein? de mon pack-sac. Oui, c'est ça qu'on apprend au centre de réadaptation, d'enlever les roches du pack-sac. Oui, faites bien ça. C'est un bon délestage très, très sain. Puis qu'est-ce que vous diriez à un militaire, justement, qui est aux prises avec des dépendances, que ce soit d'alcool, de drogue? Qu'est-ce qu'on peut lui dire? Moi, je lui dirais qu'il y a des gens qui sont qualifiés pour les aider à passer à travers ça. On est entouré de personnel de la santé dans l'armée qui sont excellents. On a les anciens combattants qui peuvent nous aider à 100% tout le temps. S'il y a des questions par rapport à ça, il y a toujours des gens dans l'armée qui sont
qui ont de l'expérience là-dedans. Comme moi, j'ai eu de l'expérience par rapport à ça. Je sais exactement où me présenter, qui appeler, ainsi de suite. Mais on est bien accompagné par anciens combattants. C'est quelque chose qui est... depuis que je suis sorti de l'armée, ancien combattant était une grosse béquille pour moi, dans le sens qu'il était toujours là pour m'aider. Puis le système de santé au Québec, c'est très bon. On a un très bon système de santé. Ça. Oui. Hein? Oui. Ça me j'entends pas beaucoup ça ces temps-ci, c'est rafraîchissant. Oui, mais on se plaint beaucoup par rapport au système de santé, mais le personnel du système de santé sont impeccables, oui. Ils sont très professionnels. Mais c'est certain. Oui. Votre podcast reprend dans moins de 30 secondes. Le programme pour les familles de vétérans soutient les membres des Forces armées canadiennes libérés pour raisons médicales et leurs familles. Apprenez comment ce programme peut vous aider quand tout le reste change. Contactez le Centre de ressources pour les familles militaires le plus près de chez vous ou cliquez sur la bannière pour plus d'informations. Financé par Anciens combattants Canada. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles. Le CRFMV en jase, ça jase de nous. Je vais vous emmener sur une autre track. Oui. On va aller sur la track du bénévolat. OK. Le bénévolat, ça a changé quelque chose dans votre vie. Oui. Ça fait partie des affaires qui, justement, qui vous ont donné des ailes aussi pour faire le chemin que vous avez eu à faire. Oui. Vous avez donné du temps où? Puis, en fait, quelle cause, quelle organisation? Puis comment vous êtes arrivé là? Premièrement, j'aimerais remercier Mme Kirouac, qui est assise à côté de moi. Madame Kirouac, je l'ai appelée pour avoir l'information par rapport à ma vie professionnelle. Je suis allé la voir, puis on a tout de suite commencé à parler de qu'est-ce qui se passait dans ma vie. Ensuite de ça, moi, mon intention, c'était de vite, je dois trouver un autre job. Je viens de finir de travailler chez Horizon Mobile, ça n'a pas bien été. C'est quoi que je fais? Donc, Mme Kirouac me dit un instant, M. Beaudoin, on va prendre ça jour pour le jour, on va voir ce qui se passe avec vous. C'est quoi qui vous a amené à laisser votre travail, ainsi de suite. Fait qu'on s'est questionné. On s'est questionné beaucoup entre moi et elle. Elle m'a posé beaucoup de questions. Donc, elle a pris soin de ma santé psychologique et physique aussi. Donc, au début, on a commencé à parler un peu de bénévolat ensemble. On a commencé par vouloir faire du bénévolat, par exemple, une fois par semaine, à cause de ma condition. Donc, on a communiqué avec la multipopote sur le boulevard Sainte-Geneviève. Ils cherchent des bénévolats en tout temps, eux autres. Puis j'ai commencé à faire du bénévolat avec eux autres une fois ou deux par semaine pour débuter. Qu'est-ce que vous faisiez là-bas? J'apportais des gens démunis, des gens qui avaient des problèmes physiques à des rendez-vous médicaux. Donc j'allais les chercher à la maison. Je les emmenais dans ma voiture à l'hôpital ou chez le médecin de famille. Puis ils allaient à leur rendez-vous médical et je les ramenais à la maison après. Je pense qu'ils apprécient particulièrement le service que vous leur donnez. Hein? Vous m'avez dit ça à un moment donné. Bien, ils aimaient mon service parce que les militaires, on est toujours à l'heure, on est fiable, on en donne tout le temps un petit peu plus qu'on devrait. Donc, les personnes que j'ai fait le transport, ils ont apprécié mon travail. J'en doute pas une seconde. Ils vous redemandent, je pense. Oui, ils redemandent mon nom des fois. Ils rappellent la compagnie, puis ils me demandent « Hey, M. Beaudoin, est-ce que je pourrais l'avoir pour mon prochain rendez-vous? » Donc, c'est apprécié, c'est valorisant. C'est quelque chose qui n'est pas trop demandant physiquement. Donc, pour moi, c'était un excellent bénévolat. Puis, je le recommanderais à d'autres militaires aussi de faire ce genre de bénévolat aussi. Ça fait du bien sortir de la maison. Ça fait du bien voir des gens qui vivent d'autres affaires aussi. Ils ont leurs petits bobos, eux autres aussi. Puis ils ont leurs enjeux aussi. Mais est-ce que vous faites seulement ce bénévolat-là? Non, j'ai commencé à participer au programme de Soigner nos braves par la mouche qui est donné par pas nécessairement des anciens combattants, mais le groupe est donné par la Légion canadienne sur le boulevard Amel. Ça s'appelle Soigner nos braves par la mouche. Puis c'est des anciens militaires qui font une séance de montage de mouches, participation à des voyages de pêche, des techniques,
achat d'équipements de pêche, ainsi de suite. Fait qu'on a des spécialistes là-dedans qui sont pas des militaires, qui nous montrent la fabrication des mouches, ainsi de suite. Non, mais ça, c'est du travail de précision. C'est comme de l'artisanat, là. Oui, c'est ça. Ça demande beaucoup de concentration. Oui, hein? Oui, puis ça nous change les idées par rapport à nos mauvaises pensées aussi, parce qu'on vit le moment présent avec la fabrication des mouches. C'est un genre de méditation. Oui, c'est ça, oui. On pourrait dire ça, oui. Oui, c'est super. J'aime bien ça, là, ce programme-là. Mais quand ils disent en méditation, j'en ai pas fait, là, mais ils disent, il faut que tu vides ton esprit. C'est ça, oui. Ton esprit, il écoute bien, il n'a pas le temps de galoper nulle part, il est occupé à virer un fil après une plume puis une patente. Non, c'est ça, je comprends que ça doit faire du bien de cette façon-là. Puis en plus, quand on va à la pêche avec la mouche qu'on a fabriquée, puis puis tu pognes un bon poisson. On pogne un bon poisson, on est encore bien plus fiers. C'est clair, de notre truite. Oui, vous l'avez gagné, celle-là. Je pense aussi qu'il y avait des voyages de pêche associés. Oui, il y a des voyages de pêche organisés, 3 à 4 voyages par année. Ça restait au Québec ou vous alliez à l'extérieur? Non, ça reste au Québec. OK. Oui. Bon, je crois qu'ils ont fait un voyage en Ontario il y a plusieurs années, avant le COVID. Mais depuis le COVID, on est resté dans la région de Québec. Bon, de toute façon, c'est pas les beaux spots qui manquent ici. Là. Non, on a des beaux lacs. Là, je veux pas changer de track trop vite, mais est-ce qu'il y a un autre endroit où vous vous êtes impliqué? Je fais de l'ébénisterie. J'ai commencé une formation en ébénisterie avec la compagnie qui s'appelle Artebois, à côté du centre Vidéotron. Oui, mais je connais ça. OK. Oui. C'est une école de... Mais je connais ça. OK. Là, j'essaie de savoir pourquoi je connais ça, mais je connais ça. Donc, j'ai passé aussi par anciens combattants, parce que anciens combattants nous donnent une somme d'argent pour faire des activités, retourner à l'école, des passions. Donc, j'ai fait la demande à anciens combattants pour aller faire une formation en ébénisterie. Puis, aviez-vous des aptitudes? Avez-vous déjà fait ça? Aucune. Zéro. Mais j'aimais travailler le bois. Oui. Je voulais commencer à faire des projets pour ma famille, mes petits-enfants, mes enfants, des choses pour la maison. Oui. Donc, j'ai décidé de m'inscrire à l'école Artebois. J'ai fait 4 séances d'instruction. Là, j'ai terminé, puis j'ai commencé à travailler sur le bois un petit peu à la maison. C'est bien hot. Qu'est-ce que vous avez sculpté ou je sais pas qu'est-ce qu'on a. C'est le terme sculpté qu'on dit ou non, j'ai pas suivi la formation de sculpture, mais on peut le faire. Parce que j'ai pas le bon verbe, je peux pas vous dire. Qu'est-ce que vous avez ébénesté? Fabrication de meubles. Le dernier que j'ai fait, c'est un buffet pour ma femme. Vous voyez bien? Un buffet. Oh, wow. C'est extraordinaire. J'en reviens pas. Ouais. C'est merveilleux. Bravo pour ça. Tu sais, quand on dit de sortir de sa zone de confort, d'essayer d'autre chose, là, vous êtes un parfait exemple de ça. Là. Tu sais, vous n'êtes pas resté dans la même soupe. Là. Vous êtes sorti de tout ce que vous connaissiez. Vous êtes allé complètement ailleurs. C'est très bien. Merci. À la lumière de tout ce que vous avez fait comme implication bénévole, puis ce que vous avez fait aussi, les cordes que vous êtes allés chercher dans votre arc de vie, puis les gens là, qui vous rappellent là, pour le service d'accompagnement en voiture, ça, je l'adore, cette histoire-là. D'après vous, là, selon votre point de vue, à qui ça a fait le plus de bien? Ça a-tu fait plus de bien à Christian ou à la petite madame que vous êtes allé chercher puis que vous avez emmenée chez le médecin? Je pense que ça a fait plus de bien à moi. Ça se peut, ça? Hein? Oui. Redonner à la communauté, redonner aux gens qui en ont besoin. Oui. L'armée, les missions qu'on a faites ou les exercices ou l'aide communautaire, ça a toujours été par rapport à des tremblements de terre, des inondations, des catastrophes. Oui. L'Afghanistan, ça a été une mission de guerre, mais on était là aussi pour reconstruire les villages, redonner confiance aux Afghans. Donc, ça a été bénéfique pour moi. Je le fais encore aujourd'hui, puis je vais probablement le faire pendant un bon bout de temps. J'aime donner aux gens, j'aime échanger, parler un peu avec eux autres aussi. Il y a des gens en besoin qui voient pas beaucoup de monde. Il y a des personnes âgées qui vont rentrer dans ma voiture, puis on va parler plein de choses. Y en a-t-il qui vous font des confidences? Oui, ça arrive. Oui. Ça arrive, oui. On parle de plusieurs affaires. On parle des fois de leur famille, on parle de leur maladie, on parle de ce qui se passe dans leur vie en général. Puis il y en a qui sont seuls, sont célibataires. Il y en a que leurs maris sont décédés, des choses comme ça. Donc, ça leur fait du bien aussi à eux autres de voir quelqu'un qui va les apporter de rendez-vous,
dans un rendez-vous, puis savoir que la personne va communiquer avec eux autres, puis partager, puis... fait que ça leur fait une petite sortie en même temps d'aller à leur rendez-vous médical aussi, oui. Vous vous sentez probablement utile aussi. Oui, oui, très utile. Oui, c'est un bon point, ça, c'est vrai. Oui. Mais tout ce que j'entends là, c'est beaucoup des valeurs militaires. Tu sais, je comprends que la vie militaire vous ait fait, vous ait attiré autant, parce que les valeurs que vous avez profondément, qui vont au-delà de la vie militaire, ressemblent à ça. Tu sais, oui, c'est ça. Oui. Il y a des liens à faire. Oui, Christian qui arrive à l'heure, tu sais, qui veut aider le monde, qui veut redonner, qui veut, tu sais, qui veut une paix, une stabilité autour de lui. Regarde, c'est ça, puis ça vous ressemble. Qu'est-ce que vous diriez à la lumière de tout ce qui s'est passé avec le beau, avec ce qui vous ressemble, mais avec ce qui a été moins le fun aussi, les deux côtés de la médaille? Qu'est-ce que vous diriez à un jeune militaire qui arrive, là, 17-18 ans, qui dit « Christian, moi, j'aimerais ça, là, rentrer dans les forces. » Je connais un peu déjà votre réponse par rapport à vos enfants, mais je vous la pose quand même. Qu'est-ce que vous lui diriez à ce jeune militaire-là? Peut-être lui dire « Go, mon jeune », mais peut-être que vous lui donneriez un petit avertissement, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous diriez à un jeune qui veut rentrer dans l'armée? Ben moi, personnellement, je lui dirais de prendre son temps avant de choisir un métier dans l'armée. OK. Des fois, on a tendance à vouloir rentrer dans l'armée puis pas trop savoir où est-ce qu'on s'en va. Dans l'armée, il y a beaucoup de bons métiers. Il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes. Des métiers de technique, des métiers de policiers. Mécaniciens, ça varie beaucoup. Donc, la première chose que je dis à un jeune de 19 ans, s'il veut rentrer dans l'armée, c'est de prendre son temps puis prendre la bonne décision par rapport à ce qu'il aime, ce qu'il veut faire dans la vie et dans la vie militaire aussi. Donc, c'est important parce que si on rentre dans l'armée puis qu'on n'aime pas notre métier, mais ça va nous donner tendance à peut-être vouloir sortir des forces ou changer de métier pendant qu'on est dans l'armée. Oui. Est-ce que ça se fait? C'était ma prochaine question. Oui. Quelqu'un qui n'aime pas son métier, là, il peut-tu changer de métier dans l'armée? Oui, effectivement, oui. Okay. On peut faire la demande avec les besoins militaires, puis ils peuvent nous changer de métier si c'est le cas, oui. Christian, par rapport à votre parcours militaire, puis je disais, qu'est-ce que vous diriez à un jeune là, qui veut rentrer dans l'armée, mais vous, là, votre vie à vous, là, moi, je vous donne une petite pilule magique, là, puis on retombe au Christian, là, au début de sa carrière. Rentrez-vous dans l'armée? Oui. Vous avez le choix, là. Oui, il y a deux chemins, là. Il y a armée, pas armée, puis les forces gagnent encore? Oui, j'ai adoré ma carrière. Je le recommande à tout le monde. J'ai eu beaucoup de belles expériences. Oui. Quand on regarde le côté positif et négatif, il y a beaucoup de positifs dans l'armée. Le négatif, c'est certain que ça fait partie de notre travail. Ça fait partie de notre profession. On doit faire ce qui nous est demandé par le gouvernement et le ministère de la Défense. Donc, oui, je recommanderais fortement à des jeunes de rentrer dans l'armée. Puis, des fois, je me dis, ça serait peut-être bon d'avoir un programme dans l'armée où tout le monde à l'âge de 20 ans font une petite période de l'armée pendant 3 ans. Là. Une petite recrue pour tout le monde, ça ferait du bien. Comme le service militaire obligatoire, là? C'est ça, oui. Ça, je pense que ça serait une bonne... En France, ils le font ça encore? En Israël, ils le font aussi. En Israël, ils le font, oui. Il y a certains pays qui le font encore. Les gars, les filles en Israël? Oui, tout le monde, oui. Parce qu'il y a des pays qui c'est juste les garçons, là. Service militaire, oui. Ben oui. Service militaire obligatoire. Donc, moi, ce serait ma recommandation, là, de prendre son temps, de bien choisir son métier, puis de faire une longue carrière aussi. C'est important parce que la pension militaire, c'est bon pour le côté financier après. On voit du pays beaucoup, on visite. Puis vous faites des amis inattendus. On se fait des amis, c'est ça, oui. On voyage beaucoup. J'ai adoré ma carrière. Je ne le regrette pas du tout. Ça paraît. Oui. Nathalie, je voulais te questionner au sujet d'une chose que Christian a dit, au sujet de... Lui était vétéran, il est venu vous voir. Il y a quelque chose qu'il faut préciser, que peut-être qu'il y a des vétérans qui nous écoutent ou des militaires qui vont libérer bientôt, peu importe la raison, c'est qu'ils peuvent venir nous voir au CRFMV n'importe quand. Oui, toujours. Mais n'importe quand, toujours. Tu sais, ça fait 10 ans là, qu'on n'est plus dans les forces, on veut réorienter sa carrière, faire le point. C'est quelque chose qui ne nous a pas intéressés dans les années suivant la libération, mais là, ça devient important. Faut pas se dire il est trop tard, ça fait trop longtemps que je suis sortie des forces. Comment ça marche exactement?
En fait, chaque personne qui a terminé son devoir militaire peut venir nous consulter. On est une équipe de 5 conseillers d'orientation. C'est une équipe qui existe depuis une vingtaine d'années. On est un des services les plus vieux. les plus, Vous avez de l'expérience? Oui, un peu, oui. Puis, on fait de l'individuel, on fait du groupe. On essaie justement de permettre à la personne de faire une bonne transition aussi de la vie militaire à la vie civile. Parce que vous, votre clientèle, c'est des militaires, vous savez de quoi vous parlez. Vous n'êtes pas n'importe quel conseillère d'orientation. Non. C'est que vous avez cette spécialité-là. Oui. On est formé aussi sur différents thèmes, dont les blessures post-opérationnelles. On a des formations pour ça aussi, comment intervenir aussi avec des gens qui ont des blessures post-opérationnelles, comment réagir aussi avec des gens qui ont plus de difficultés à gérer leurs émotions. Tout ça. Donc, oui, ça fait partie de notre réalité de conseiller d'orientation. C'est pas la réalité d'un conseiller d'orientation dans une école. Là. On est ailleurs. Il y a beaucoup le volet psychologique aussi là-dedans, j'imagine. Oui, tout à fait. Parce que c'est pas uniquement... vous faites pas juste des CV, là. C'est ça que je veux dire. Là. Non. Bon, effectivement, il y a beaucoup de counseling, d'intervention à faire aussi auprès de ces personnes-là. Et aussi de calmer les ardeurs de ces gens-là, parce que c'est des gens très, très engagés, très dédiés. Oui. Qui veulent... Ils veulent tout faire? Oui, tout de suite. Okay. Tout de suite. Souvent, là, c'est un peu ce qu'on voit. Ils ont beaucoup un profil similaire. C'est des gens très, très engagés, comme je disais. Puis, en tout cas, moi, je trouve que si j'étais un employeur, c'est certain que j'embaucherais un ancien militaire. Ça, c'est certain. Un ancien militaire qui arrive à l'heure, qui pour lui, l'employeur, c'est important le respect de... Les soft skills, comme on appelle. Je trouve que c'est des très belles valeurs. Oui, tout à fait. On n'en a jamais assez, ça. Des compétences qu'on peut transférer partout. Oui, parce que si vous avez été dans la vie militaire pendant des années puis vous vous dites qu'il n'y a pas d'équivalent dans la vie civile, vous autres, c'est votre spécialité de trouver des équivalences, là, puis vous arrangez ça. C'est beau, mais en fait, c'est que vous les connaissez aussi, là, les compétences qui peuvent se traduire dans la vie civile. Oui, tout à fait. On fait les transferts, on fait des bilans de compétences aussi pour les personnes qui veulent justement savoir si leur compétence est transférable sur le marché civil. Ouais. Donc ça, c'est intéressant de ce côté-là. Puis, on offre différents services, comme on disait tout à l'heure. C'est sûr que l'orientation, là, ça touche la connaissance de soi, les intérêts, les valeurs, les attitudes et tout ça. Mais au-delà de ça, on a aussi un rôle d'accompagnement tout au long de la vie d'un vétéran aussi. Donc, Christian, si dans 10 ans, il revient à notre service, il va être accueilli à bras ouverts. Premièrement, il va être content. Oui, c'est un service. Tout le monde va être content de se voir. Mais c'est là-dessus que je voulais insister, puis c'est pour ça que je t'ai interpellée. C'est que, tu sais, vous m'entendez, vous êtes vétéran, ça fait 3 ans que vous êtes sorti des forces. Gênez-vous pas. Vous avez envie de juste tâter le terrain. Oh, je sais pas ce qui pourrait arriver. Mais il me semble que ça m'intéresse. Mais quand même, allez-y. Et les façons d'entrer en contact avec vous, bien, premièrement, il y a par téléphone, 418-844-6060. Oui. Il y a notre portail. Là-dessus, vous allez trouver tous nos services expliqués. Il y a certains formulaires aussi que vous pouvez remplir là-dessus. C'est bien facile, crfmv.com. Oui. Il y a aussi la page Facebook. Mais ça, c'est mon travail. Je gère la page Facebook. Donc, venez nous liker puis venez devenir fan de notre page. Moi, je vais être contente. Mais en plus, vous allez être content parce que vous allez savoir tout ce qui se passe au niveau des activités, au niveau de ce qui peut vous intéresser. Puis d'ailleurs, il y a des activités, Nathalie, qui concernent les vétérans et qui s'en viennent bientôt. Oui, tout à fait. Après les fêtes, il va y avoir 2 séries d'ateliers destinés aux vétérans. C'est des petits groupes. Ça, je tiens à le mentionner. C'est des petits groupes de maximum 7 à 8 personnes. C'est parfait. Ouais. Donc, on y tient parce que, justement, les vétérans préfèrent les petits groupes. Et on y va de ce côté-là aussi. Puis on a un meilleur contact aussi. Là. C'est plus intime, c'est plus personnalisé. Alors, on y va comme ça. Et la série d'ateliers de 4 ateliers va commencer le 1er février. Comment ça s'appelle, l'atelier? La vie après l'uniforme. C'est un très beau nom. Oui, ça dit exactement ce que ça veut dire. Oui, ça parle de transition, justement, de la vie militaire à la vie civile. Puis, il y a des deuils à travers ça. Mais oui, il y en a des deuils. Puis, c'est abordé à l'intérieur de ces ateliers-là. Mais il y a toutes sortes de thèmes qui permettent justement aux personnes de mieux passer de la vie militaire à la vie civile. Oui. Oui. Plus en douceur. Un atterrissage en douceur. Ça, tu me dis, c'est début janvier ou un peu plus tard? On a-tu une idée à peu près, ça va être donné quand? Oui, c'est en février. Le 1er, 8,
15 et 22 février. Et tout ce qu'on vient de vous dire là, date, numéro de téléphone, email et tout ça, pressez-vous pas à noter ça. Dites-vous que dans le podcast que vous écoutez, tout va être écrit. Donc, vous allez pouvoir faire soit copier-coller ou appeler directement avec votre téléphone. Puis, pas de stress là-dessus. On est tellement facilement joignable. Et pour ce qui est des ateliers, ben c'est pas compliqué. En allant sur notre page Facebook dont je vous parlais tantôt, les publications vont être là. Ça va dire, OK, là, c'est le temps de vous inscrire. Inscrivez-vous maintenant. Donc, vous allez rien manquer. Il n'y a rien qui va tomber à terre, ça, c'est sûr. Oui. Puis, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a une autre série d'ateliers qui va suivre tout de suite après La vie après l'uniforme. Ça s'appelle Projet de vie. OK. On est à notre 3e cohorte, donc c'est relativement nouveau. Encore là, c'est des petits groupes, mais c'est des thèmes différents qui sont abordés. On parle de la connaissance de soi. On parle aussi de différents projets que la personne pourrait avoir. En fait, l'objectif, c'est justement de mobiliser les vétérans, de les sortir de la solitude. Ouais. Donc ça, c'est important aussi. C'est une partie importante là, de ces ateliers-là. Oui. Et aussi se retrouver entre vétérans. Ça aussi, c'est très puissant. OK. Ouais. C'est très puissant parce qu'il y a une parenté d'expérience forte. Puis, il y a des belles confidences qui se font à travers ces groupes-là. Puis, justement, Christian, on l'avait invité là, à Projet de vie pour qu'il vienne parler de son implication bénévole pour inspirer justement les participants parce qu'il y a un volet, oui, on peut vouloir retourner aux études, on peut vouloir retourner au travail, mais il y a d'autres choses aussi dans lesquelles on peut se réaliser. Ouais. Le bénévolat, ça peut être un cours de guitare, ça peut être un cours de cuisine, ça peut être un voyage de ski. Plein de choses. Hein? Plein de choses. Tir à l'arc. Il y a plein de choses qu'on peut faire, puis se rendre utile. Ça revient beaucoup là, au niveau des vétérans. Oui, hein? Ils veulent se sentir utiles, ils veulent aider la communauté. Mais on doit se le dire, là, la vie militaire, c'est ça. C'est la mission, c'est de servir le pays. Donc, on fait un parallèle à travers ça, puis souvent, c'est des choix qu'ils optent. Ouais. Merci beaucoup. Puis, notez ça, là. Allez dans la description du podcast, là, puis prenez ça en note. Là. Juste les dates pour Projet de vie. Projet de vie, oui, vas-y. C'est 1er, 15, 22 et 29 mars. Oui. Donc, une personne pourrait faire la vie après l'uniforme. Faire les deux. Et transitionner vers Projet de vie. C'est-tu assez beau? Ils vont être avec nous 8 semaines. C'est-tu le genre d'atelier qui coûte gratis? Ça coûte gratis. Ouais, ça, j'aime bien ça. C'est bien. Comme la plupart des activités, des ateliers, des consultations, je pense que 98 des services qui sont donnés par le CRFMV sont gratuits. Oui, tout à fait. Gênez-vous pas, là, ça peut pas être un enjeu d'argent que vous veniez pas nous voir si vous avez besoin. On est là, on est tellement là pour vous. Écoutez, les dernières minutes, je vais vous les laisser, Christian. Okay. Est-ce qu'il y a des gens que vous aimeriez remercier? Des gens, si vous ne vous souvenez pas des noms au complet de tout le monde, c'est correct, là. Peut-être juste situer la personne. Des gens qui vous pensez que vous dites, cette personne-là, elle a fait la différence. Bien, premièrement, anciens combattants qui m'ont aidé beaucoup à travers mes périodes difficiles. Ils m'ont supporté dans tout par rapport à ma vie militaire et ma carrière de vétéran présentement. Le centre de famille, Mme Kerouac, qui m'ont aidé beaucoup à me réorienter après la vie civile. Comme j'ai dit tantôt, mon but était de retourner sur le marché du travail, mais Mme Kerouac m'a fait réaliser que je n'étais pas prêt. Puis elle m'a mis des petits bâtons dans les roues pour essayer de me concentrer sur ma vie personnelle avant la vie professionnelle. Donc, je voudrais remercier Mme Kerouac. Aussi le monde de la santé, la clinique TSO, tous les psychiatres, les psychologues que j'ai rencontrés qui m'ont aidé par rapport à ma vie en général, ma santé psychologique surtout. Du monde qui ont fait la différence. Il y a beaucoup de monde qui ont fait la différence, oui. Ça a aidé énormément à cheminer ma carrière, oui. Diriez-vous votre famille aussi qui vous a supporté? Ma famille, oui, effectivement. Ça n'a pas été facile pour eux autres. Ça n'a jamais été... mes enfants, ma femme ont eu beaucoup de difficultés par rapport à ma carrière. Ça a été très, très, très difficile après ma vie militaire. Madame Kerouac l'a dit tantôt, on passe à travers un deuil quand on sort de l'armée. C'est quelque chose qui semble facile à
à traverser à travers ça, mais ça a été très difficile, puis ma femme l'a ressenti beaucoup. Puis elle aussi, elle m'a aidé à passer à travers ça. Donc, je remercie ma femme, Donna, et mes 3 enfants aussi. Je veux faire une parenthèse pour les conjointes de militaires. Elles aussi sont les bienvenues au CRFM Valcartier. Des bouts qui sont tough. Il y a des fois, on a besoin de parler, puis peut-être pas à son chum, justement, tu sais, parler à quelqu'un d'autre. Justement, quand la personne qu'on aime est en train de traverser quelque chose qui ressemble à ce que vous avez traversé, Christian, ben la conjointe ou le conjoint du militaire, de la militaire, peut nous appeler, venir nous voir, puis jaser. Ça peut faire du bien, ça, avec. Sûrement, oui. Bien, écoutez, ça a passé vite sans bon sens. Je pense que vous ne pensiez pas parler aussi longtemps, Christian, Non. mais c'est extraordinaire. Christian Baudouin, un vétéran, un homme inspirant qui s'est pris en main, qui concrétise et qui va concrétiser encore un paquet de belles choses. Puis, vous avez fait vos remerciements, là, mais il y a une grande part qui revient à Nathalie Kirouac, qui est une conseillère d'orientation, je l'ai dit en début d'émission, merveilleuse, qui travaille au CRFM Valcartier. Merci à tous les deux d'avoir participé au CRFMV en jazz. Merci beaucoup. Ça fait plaisir, merci. Merci à Christian aussi pour la générosité de son témoignage. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Suivez-nous sur Apple Podcast, Google Podcast et Spotify. C'était le CRFMV en jazz.